Bonsoir à tous, bonsoir à toutes et bienvenue à notre deuxième émission Femmes ou Vézir. Alors Femmes ou Vézir, c'est le titre de notre émission TV, c'est aussi le titre de notre journal. Par ce titre, nous voulons attirer l'attention des femmes sur nos pratiques quotidiennes, sur nos gestes, nos attitudes, sur les réactions que nous avons et qui, sans le vouloir, perpétuent les rapports inégalitaires entre les hommes et les femmes. Alors, nous le faisons à travers l'éducation que nous donnons aux enfants, à travers les relations que nous avons avec les hommes, à travers aussi la façon dont dans nos relations dans le travail, dans les relations aussi avec les autres femmes. Alors, Femmes ou Vézir, c'est une émission qui ambitionne de susciter des questionnements, de nous poser des questions sur des habitudes que nous avons et qui nous paraissent tout à fait naturelles, que nous ne remettons pas en cause, mais que la société patriarcale nous impose et qui font rarement notre bonheur. Alors, Culture Égalité, c'est quoi cette association? D'où elle sort? C'est une association féministe dans le droit fil des luttes des femmes, des luttes de nos aînés, des féministes qui nous ont précédés, et qui a choisi d'agir dans la proximité avec les femmes, avec des supports différents, c'est-à-dire cette émission télé, notre journal, notre page Facebook, notre site, mais aussi nous avons fait le choix de la formation. Cette formation que nous animons en direction de publics d'adultes, ces adultes qui transfèrent des valeurs, ces adultes qui mettent en place des politiques publiques, qui mettent en place des projets. Et c'est comme ça que nous avons commencé une formation dans l'Académie de la Martinique en direction des cadres de la santé et des cadres de l'éducation nationale, les CPE, les chefs d'établissement. Mais avant de rentrer dans le vif du sujet de notre émission, nous voulons saluer la mémoire de Francette Pierre-Émile, cette femme qui a été victime de crimes odieux et qui nous paraît s'inscrire clairement dans ce que nous appelons, que les féministes appellent le féminicide. Le féminicide qui est ce phénomène qui est de tuer les femmes, de crimes en direction particulièrement des femmes. Si vous regardez dans le dictionnaire, vous n'allez pas trouver ce mot féminicide, mais vous allez le trouver sur Internet. Parce que vous verrez la liste des femmes qui sont mortes, qui sont tuées parce qu'elles sont des femmes. D'ailleurs, nous vous proposons de signer cette pétition qui a été lancée par des associations féministes pour que le féminicide soit reconnu comme qu'il y ait une reconnaissance juridique de ce phénomène. Et donc, nous vous mettons à l'affiche le lien qui nous permettra d'adresser notre pétition, de signer cette pétition. Alors, dans cette émission aujourd'hui, qu'allons-nous aborder? Tout d'abord, notre première rubrique. La dernière fois, nous avons abordé la question des jouets. Cette fois-ci, nous allons aborder la question de l'hypersexualisation, un thème qui nous préoccupe et nous avons raison de nous préoccuper de cette hypersexualisation de la société. La deuxième rubrique, c'est « Ça femme fait en temps longtemps », c'est-à-dire l'histoire des femmes. Et aujourd'hui, nous allons aborder l'éducation des filles dans le début du 19e siècle. La troisième rubrique, Femmes au liron de la tête, c'est-à-dire les femmes dans les résistances internationales, puisque les femmes résistent dans le monde, elles résistent aux oppressions. Et la troisième rubrique, c'est Sa femme dit, sa femme fait, qui est la quatrième rubrique, qui est les femmes, la culture. Et nous allons vous proposer quelques livres pour nos enfants, pour vos petits-enfants, que vous allez peut-être choisir d'offrir. Alors voilà aujourd'hui ce que nous vous proposons au menu. Mais avant de commencer, nous allons accueillir Géraldine de Touré, qui fera le billet d'humeur de cette émission. Bonjour Géraldine. Bonjour Georges. Alors, comme vient de le dire Georges, il y a quelques minutes, nous les féministes de Culture Égalité avons décidé de questionner les rapports hommes-femmes, de questionner notre rapport au monde. Le but de ma rubrique, de ce billet d'humeur, est donc de poser chaque mois une question fondamentale qui, je l'espère, lancera des débats passionnés et passionnants chez nos téléspectateurs et nos téléspectatrices. Donc la question du mois, roulement de tambour, la taille de l'appareil reproducteur masculin aurait-il bénéficié du développement des transports en commun?
Alors, à première vue, la question peut paraître étrange, voire absurde, à qui n'a jamais pris le bus en Martinique ou ailleurs? Parce qu'il faut quand même que je vous le dise, ce problème n'est pas un problème régional, c'est un problème international. La personne observatrice ne manquera pas en effet de noter que dans les bus ou dans le métro de Fort-de-France à Rio, de Charleville-Mézières au Morne Rouge, les hommes sont assis comme des danseuses de l'Opéra de Paris. Je m'explique, les jambes très écartées, bon vous ne me voyez pas, mais enfin l'attention y est, certains presque en grand écart facial, pendant qu'à côté, leurs voisines, les femmes, sont assises en équilibre sur une fesse, avec leur cabas sous le cou, parfois même entre les dents, parce que bon... Et on se demande, mais pourquoi les hommes se tiennent ainsi? Alors il y a pour certains, c'est une évidence, le ventre. Et plus le ventre est gros, plus les jambes sont écartées, voilà. Enfin, c'est pas tous les hommes n'ont pas des ventres de femmes enceintes, donc pour les autres, qu'est-ce que c'est? Et alors, c'est là qu'il y en a une d'entre nous, je tairai son nom, qui a émis cette hypothèse, ce serait peut-être pour ne pas écraser leur cou. On me dit en régie que je ne dois pas heurter les oreilles innocentes des techniciens de Zouk TV. Donc, pour ne pas écraser, leur énorme, bien évidemment, sac reproducteur. Alors, à Culture et Égalité, nous n'aimons pas l'à peu près, et nous privilégions toujours les enquêtes de terrain par rapport à la rumeur. Georges nous serine ça toujours, nous sommes une association de... terrain. Merci Rose. Et donc, c'est avec beaucoup d'abnégation que certaines d'entre nous sont allées enquêter sur le terrain. Donc, balance et mètre en main. Alors évidemment, Sylvie, toujours optimiste, était partie avec un mètre d'architecte, 4 mètres. Rose, beaucoup plus pragmatique, avec un petit mètre de couturière. Donc, pour mesurer le phénomène. Mesdames, messieurs, leurs conclusions sont absolument sans appel. Rien ne justifie que les hommes s'assoient les jambes écartées dans le bus ou dans le métro ou nulle part ailleurs d'ailleurs. Alors pourquoi le font-ils? Eh bien écoutez, je pense qu'ils sont victimes d'un syndrome qui touche particulièrement les mâles de notre espèce, la folie des grandeurs. Merci. Merci à Géraldine pour son mot d'humeur. Et tout de suite, nous allons accueillir sur le plateau celles qui vont participer avec nous à cette rubrique. Petit fille et petit garçon, pour y monter quand et quand. Comment nous allons éduquer nos enfants et nos filles à une éducation non sexiste pour qu'ils montent, c'est-à-dire pour y élever de façon tout à fait égalitaire. Alors cette rubrique sur l'hypersexualisation, nous remercions Annick Calabert d'être là aujourd'hui avec nous, qui est psychologue. C'est notre experte du jour. Sylvie Javaloyès, membre de Culture Égalité. Rose Bonheur et Géraldine de Toré, que vous avez déjà vu aujourd'hui. Mais avant de commencer la rubrique, il nous paraît intéressant et important de définir ce que c'est que l'hypersexualisation. Alors, cette hypersexualisation, c'est une abondance de messages à caractère sexuel que l'on trouve dans tout, dans les médias, dans Internet, dans les objets que nous achetons, dans notre vie quotidienne. C'est-à-dire que la sexualité envahit tous les aspects de la vie, tout l'espace public. Et il y a de quoi s'inquiéter quant à ce phénomène d'hypersexualisation, et on parle d'hypersexualisation sociale. Donc c'est pour ça que nous avons voulu aujourd'hui parler de l'hypersexualisation chez les enfants, chez les petites filles, chez les petits garçons et particulièrement les petites filles. Oui, et pourquoi les petites filles? Parce que les garçons aussi peuvent être touchés par l'hypersexualisation. Oui, bien sûr, l'hypersexualisation intéresse les petites filles et les petits garçons, mais il faut quand même noter que les petites filles, le corps des petites filles est plus exposé que le corps des petits garçons. D'ailleurs, c'est un peu lié à l'éducation qu'on leur a donnée. On a appris aux petites filles à être mignonnes, à plaire. Elles sont toujours dans la séduction depuis petites. Les petits garçons, c'est autre chose. On leur apprend à être fort. On leur dit il faut être costaud, il va faire du sport, bouge-toi. Et puis surtout, il ne faut pas pleurer. Donc effectivement, ça intéresse les deux avec on le verra par la suite, peut-être des conséquences et des incidences différentes selon le sexe, quoi. Alors, pour étayer cette émission, pour l'illustrer, nous avons choisi 2 entrées. L'entrée des jouets et aussi l'entrée des vêtements. Les jouets hyper sexualisés et les vêtements aussi
que nous voyons des petites filles habillées de façon très très sexy dans les rues, très très sexy aussi dans tous les faits de la vie quotidienne. Et ces jouets sont là et ils sont présents, les enfants les voient et ils sont achetés par les parents. Et effectivement, dans les jouets, la surenchère de la sexualité dont tu parlais tout à l'heure existe aussi. On le voit très bien sur les petites poupées que l'on présente comme jouets pour les petites filles. On leur présente des petites poupées qui ressemblent plutôt à des petites femmes, à des futures jeunes femmes qui sont là pour séduire, pour être sexy, pour plaire, ultra maquillées, la bouche pulpeuse, des vêtements très équivoques. Et en fait, on formate aussi du coup les petites filles à ressembler dans le futur, et en particulier à l'adolescence, à ces petites poupées. Et en fait, on leur vole quelque part leur enfance, puisqu'on les projette dans une image qui est adulte et non pas d'enfant. Sur ces jouets, Annick, qu'est-ce que vous pourriez nous dire à partir de... Alors, je suis un peu d'accord. Je pense qu'à partir du moment où l'enfant est dans une identification, alors, on pourrait dire effectivement que l'enfant fait la part des choses entre le jouet et la réalité, seulement on est quand même dans l'identification à un idéal. Et c'est vrai que cette poupée peut représenter un idéal un petit peu dangereux pour une toute petite fille. C'est important de faire la barrière des générations, la sexualisation, la sexualité appartenant au monde des adultes. C'est vrai qu'une petite bouche pulpeuse, des jambières, des jupes très très courtes, on se demande ce que ça vient faire sur une toute petite poupée. Et sur la question des vêtements, puisque nous avons aussi toute cette le diaporama qui défile, qui a défilé dans l'émission, montre des vêtements particulièrement osés pour les petites filles. Qu'est-ce que vous en pensez, Annick ? Alors pareil, on est toujours dans la question de l'identification. En général, les petites filles qui réclament ce genre de vêtements sont plutôt dans l'identification aux adultes. Et c'est vrai qu'on reste dans la barrière des générations. On parlait tout à l'heure de voler l'enfance. C'est vrai on se rend compte que le monde de l'enfance, au fur et à mesure, on y introduit la notion de séduction, et puis au fur et à mesure, ça glisse vers la notion de sexualité. C'est quand même important de savoir faire attention et de savoir mettre des barrières aux enfants, d'autant que les enfants, entre eux, peuvent être effectivement appelés par cette notion de sexualité. Alors, on n'est pas seulement dans la barrière vis-à-vis des enfants par rapport au monde des adultes, mais c'est vrai que les enfants entre eux rentrent très tôt dans un fonctionnement de sexualisation. Alors, je fais la différence entre sexualisation et sexualité, puisque la sexualité, on est déjà dans une notion active, mais les enfants sont très vite intéressés, interpellés, parce qu'il n'y a pas cette barrière. Et vous nous disiez tout à l'heure, quand on était en train de discuter avant l'émission, des rapports entre les petites filles et les petits garçons dans cette hypersexualisation, comment le petit garçon perçoit la petite fille. C'est vrai que la petite fille étant modèle réduit d'une adulte sexy, désirable, ce dont un enfant peut fantasmer finalement. Quand on a 10 ans, on n'est pas très loin de l'adolescence, et puis on commence un petit peu à s'éveiller doucement aux choses, et puis on voit un modèle réduit accessible du coup, puisqu'elle a le même âge. C'est vrai qu'on est quand même dans un appel à la sexualité qui n'a pas lieu d'être à cet âge. Et puis il y a aussi, vous voulez ajouter quelque chose ? Non, mais je me demande ce que ça fait en fait. Quelles sont les conséquences ? Parce qu'en gros, quand je suis une femme adulte et que je m'habille avec des vêtements sexy, je maîtrise le vêtement étant un langage, je maîtrise à peu près ce que je fais passer, et donc je sais gérer les réactions que ça va susciter. Voilà. Par contre, quand j'habille ma fille comme moi, je m'habille, je lui impose quelque chose dont elle ne comprend pas les conséquences, c'est-à-dire elle ne comprend pas le sens vraiment, et surtout elle n'arrive pas à gérer les conséquences. Donc je voudrais vous demander, qu'est-ce que ça a comme impact sur la petite fille elle-même, dans la façon qu'elle a de se voir
quand à 6, 7, 8 ans, on l'habille comme une petite femme, en fait, et puis une petite femme sexy. Alors, on lui impose, mais parfois les petites filles, souvent, elles sont demandeuses, elles veulent s'habiller comme maman. Alors, autant elles veulent ressembler à maman ou à Beyoncé ou à Rihanna, ou etc. Autant elles ne maîtrisent pas forcément le regard de l'autre derrière et elles ne maîtrisent pas du tout. Toute petite, c'est vrai que le côté ressembler à, c'est une demande de l'enfant. Mais c'est vrai qu'il y a un message au-delà. Il y a un message que l'enfant ne maîtrise pas, il y a le regard de l'autre, il y a effectivement tout le côté social et tout le côté séduction et sexualité que l'enfant ne maîtrise absolument pas. Et vous disiez il y a quelques minutes, le regard vicieux qu'il peut avoir de ces hommes qui sont... Alors, je parlais des enfants entre eux, mais il est évident qu'un regard... Pardon, lorsqu'il s'agit d'un adulte qui regarde un enfant exposé, un adulte qui a déjà une perversion, qui a déjà un regard un peu vicié, va évidemment plus facilement s'arrêter sur un enfant qui est exposé, plus facilement que sur un enfant qui ne l'est pas. Maintenant, il ne s'agit pas de dire que vêtir un enfant de façon un petit peu adulte et de façon sexy, ça me fait mal de le dire quand même pour un enfant. Ça ne signifie pas que ça va déclencher ça autorise. Chez l'adulte quelque chose, on n'en est pas là. Mais je pense qu'un adulte qui a déjà effectivement des pensées déplacées, qui a déjà une perversion dans son fonctionnement, sera évidemment plus facile, se sentira autorisé à quelque chose dont il n'est pas. Alors ce que nous pouvons dire pour conclure, c'est qu'il est important de laisser nos enfants avoir leur enfance, de ne pas transporter les enfants trop vite dans un monde d'adultes, parce qu'il est fondamental pour ces enfants-là de s'identifier à des choses de leur âge, de se projeter, mais hors de ces rapports qui sont imposés actuellement, dans ces images qui sont imposées par l'image de la sexualité, de l'hypersexualisation présente partout. C'est-à-dire que l'enfant, on a vu tout à l'heure dans le diaporama, pour des petites filles de 6 ans, j'ai photographié ça dans une librairie d'ici, pour des enfants de 6 ans, ma robe de mariée. Et ça, c'est pour les petites filles. On est déjà on le disait tout à l'heure, dans une relation de couple, très très tôt. Et ça, je crois qu'il faut que nous soyons très attentifs à ça, pour que nos enfants grandissent comme des enfants dans le monde entier. Alors voilà, nous vous remercions pour cette rubrique, et tout de suite, nous allons laisser la place à Yamina et à Géraldine pour notre rubrique « Sa femme fait en temps longtemps ». Sa femme fait en temps longtemps. Nous avons le plaisir d'accueillir Yamina, Sylvie, Huguette et Géraldine. Bonsoir, bonjour, je ne sais plus, c'est pas grave. Pour cette deuxième émission, nous avons choisi le thème de l'éducation des filles. La dernière fois, nous avons parlé des femmes dans la Première Guerre mondiale. Aujourd'hui, c'est l'éducation des filles. Vous nous dites quoi aujourd'hui? Qu'est-ce qu'elles ont fait? Elles ont été éduquées comme il fallait? Est-ce que cette éducation a été pour les blanches, pour les noirs, pour tout le monde? Alors, au XIXe siècle en Martinique, comme partout ailleurs en France, l'éducation c'est l'affaire des religieux. En Martinique, ce sont les frères de Ploërmel qui s'occupent des garçons. Et depuis 1824, ce sont les sœurs de Saint-Joseph de Cluny qui s'occupent des filles dans la maison, ce qu'on appelait à l'époque la maison royale d'éducation, c'est l'actuel couvent. Alors, à la tête de cette congrégation, il y a une femme... la mère supérieure Onésime, qui dirigera d'une main de fer l'enseignement des filles en Martinique de 1827 à 1885. Mais des filles blanches, j'imagine. Majoritairement, mais pas seulement. De toute façon, les filles blanches sont élevées par des précepteurs où elles vont à la Maison royale d'éducation. Et il y a des noirs? Oui, certaines familles mulâtres y envoient leurs filles. La mère supérieure Onésime est d'ailleurs contre. Elle est raciste donc.
Oui, et c'est un euphémisme. Elle est très très raciste, mais sous la pression des créoles qui veulent éduquer leurs enfants bâtards, et donc les enfants qu'ils ont eu avec des esclaves, et la pression d'une certaine bourgeoisie émergente mulâtre, Onésime, la mère supérieure Onésime, doit se faire une raison. Mais il y avait pour ceux que les Blancs appelaient les Africains aussi. Alors non, Onésime se serait étranglé, non pas du tout. Mais en 1840, il y a un décret qui stipule qu'il faut éduquer les esclaves. Ah, on va les éduquer alors. Oui, ça peut paraître surprenant, mais enfin, sentant que la fin est proche, que l'esclavage est une pratique condamnée, certains pensent qu'il faut donner un minimum d'éducation aux esclaves, leur apprendre à lire et à écrire. Oui, mais s'ils savent lire et écrire, les esclaves vont commencer à vouloir être libres. Ah, c'est d'ailleurs ce que pense la majorité des Blancs en Martinique, des colons, et ce décret va être, vous l'imaginez bien, très peu appliqué. Il faut quand même noter l'initiative louable du créole, pas le béquet, le créole Pécoul, qui va ouvrir une école. Pour les filles aussi, pour les esclaves. Oui, absolument. Oui, les filles aussi. Les esclaves pourront apprendre à lire, à écrire dans cette école. Les filles aussi, donc. Mais vous vous en doutez, les filles n'apprennent pas les mêmes choses que les garçons. Ah, je me disais aussi, ça aurait été trop beau. Ah oui, en effet. Les filles apprennent principalement les tâches ménagères et comment bien servir la famille de leur maître. De toute façon, pour les garçons comme pour les filles, vous en doutez bien, il s'agit surtout d'en faire de bons chrétiens, bien soumis à l'autorité. C'est d'ailleurs une des justifications de l'esclavage, christianiser les sauvages et ainsi sauver leur âme. D'ailleurs, le Code noir imposera aux maîtres de faire baptiser les esclaves et de les élever dans la religion catholique. Oui, et d'ailleurs... Oui. Pardon. Non, j'ai dit ça, c'est évident. Oui, oui. Et d'ailleurs, on leur apprend à lire et à écrire à partir des textes. Absolument, à partir des textes religieux. On apprend par exemple les 10 commandements. Et en plus, ça permet d'apprendre à compter jusqu'à 10, ce qui est bien pratique. Et on essaie de donner aux Noirs en fait une éducation morale. Ce qu'on estime être une éducation morale. Mais les choses vont changer en 1848. Quand l'esclavage est aboli. Oui, et ce qu'on ne sait pas, c'est qu'en fait, sous l'impulsion de Victor Schellcher, un décret va instituer dans les 20 communes, parce qu'à l'époque, il n'y a que 20 communes en Martinique, une école primaire gratuite pour les filles et pour les garçons. Le secondaire demeure, lui, non obligatoire, mais payant. Oui, absolument. Le secondaire est obligatoire et non obligatoire et payant. Et il y a 2 cas de figure en fait pour ces écoles gratuites. Il y a les écoles primaires qui sont dirigées par les religieux, donc par les frères de Ploermel pour les garçons et par les sœurs Saint-Joseph de Cluny pour les filles. Et il y a les écoles, ça c'est intéressant, dirigées par ce qu'on appelait les libres, c'est-à-dire des anciens esclaves ou des enfants de colons, qui sont des gens de couleur libre. Des gens de couleur libre, absolument, qui sont des laïcs, affranchis, mulâtres, etc. C'est 2 types d'écoles. Donc les écoles des religieux et les écoles animées par les libres sont subventionnées par le pouvoir central. À l'époque, c'est donc par la monarchie de Juillet. Alors les filles, ils ont accès à l'éducation. Oui, mais elles sont minoritaires, surtout quand on sait qu'elles sont majoritaires d'un point de vue démographique. Il y a 52% de filles à peu près, donc il y a plus de filles que de garçons. Je connais la réponse, mais je sens que tu as envie que je m'écris. Mais pourquoi? Absolument, merci Amina. Parce que les filles sont avant tout des mères, des épouses qui devront tenir leur foyer, alors que les garçons sont des futurs chefs de famille, des futurs travailleurs, voire des futurs, on ne parle pas encore de fonctionnaires, mais enfin bon, l'esprit est là. Des cadres, absolument. De colonies. Absolument, les cadres des colonies. Donc les éduquer, c'est quand même plus important que d'éduquer des mères de famille. Voilà. Donc j'imagine que l'idée d'éduquer les Noirs, et surtout les Noirs, oui, d'en faire hurler plus d'un. Ah oui, et puis en premier lieu... Et plus d'une, hein, la mère d'une. Oui, parce que la mère Onésime, du couvent, là, ça, elle n'est pas contente. Hein. Alors, d'ailleurs, en premier lieu, évidemment, ceux qui râlent le plus sont les colons. Hein, vous en doutez. Quel intérêt, en effet, pour une amareuse, de savoir lire et écrire? Ça risque de lui donner des idées. Bah oui, et puis en plus, les béquets craignent qu'en éduquant les filles noires, on les détourne du travail de l'artère, comme leur mari, mais aussi de leurs devoirs féminins.
Et alors, c'est quoi ce programme scolaire? Bon, alors il n'est pas question d'apprendre, vous vous en doutez, au noir à raisonner et à réfléchir, mais à faire toujours pareil, le bon chrétien bien soumis. Donc on apprend de sexe à lire, à écrire et à compter, mais on apprend aux filles en plus les travaux ménagers comme précédemment, et les garçons apprennent eux à manipuler des outils. Donc j'imagine que les filles sont moins éduquées que les garçons, mais certaines doivent commencer à se révolter. Enfin, se révolter, le mot est peut-être un peu fort, mais non, pas vraiment à se révolter. Mais en tout cas, ça a un effet. C'est-à-dire qu'il y a quand même un progrès, il y a moins d'analphabètes, le nombre d'analphabètes décroît. Mais ces écoles, de façon générale, sont quand même moins fréquentées, ce qu'on pourrait espérer à cause des distances. Comment ça, les distances? Bah oui, parce que je vous rappelle que la Martinique compte 20 communes et que c'est uniquement dans ces communes qu'il y a des écoles. Donc ça veut dire que si par exemple j'habite à Saint-Joseph... C'est une école par commune. Absolument. Une école pour garçons, une école pour filles. Ouais. Enfin parfois il y en a deux, puisqu'il y a une école située par les libres, mais oui, mais bon, il y a quand même... c'est toujours dans la commune, en tout cas, c'est pas ailleurs. Et je te rappelle, par exemple, imagine, Sylvie, que si tu habites à l'actuel Saint-Joseph, qui n'est pas encore une commune à l'époque, l'école la plus proche, c'est celle de la commune de Fort-de-France. Idem, si tu habites le Morne-Rouge, tu dois envoyer ton enfant à Saint-Pierre. Donc tu imagines laisser un enfant de moins de 10 ans, parce que c'est l'école primaire, faire des dizaines de kilomètres à pied pour aller à l'école, alors qu'en plus on te serine à longueur de journée, enfin le colon, que ça sert à rien de faire travailler tes enfants, enfin de les envoyer à l'école. Aucune Pourquoi ils travaillent dans les champs de canne? Absolument, on appelle ça à l'époque, je crois, les petites bandes. Voilà, absolument, on appelle ça les petites bandes. Ce sont des groupes d'enfants, je crois qu'ils ont entre 6 et 12 ans. Qui vont fumer la canne. Exactement, enfin ils vont pas fumer la canne. Hein. C'était fumé. Ils vont mettre de l'engrais. Voilà, exactement. Donc, parce que nos spectateurs ne croient pas que les enfants fumaient dans les champs de canne. Voilà. Et nos spectatrices. Donc, mais il y a un retour en force de la réaction en 1852. On va supprimer les subventions aux écoles animées par les affranchis, donc les écoles animées par les libres, et des écoles vont fermer parce que en plus l'Église se trouve à nouveau seule maîtresse en fait de l'éducation. Il y a deux raisons. D'abord, donc les écoles de libre on les ferme parce qu'il n'y a plus de subventions, mais surtout les filles sont beaucoup plus touchées que les garçons puisque comme vous le savez c'est la mère supérieure Onésime qui est en charge de ça, et ma mère supérieure Onésime elle n'aime pas voir des noirs dans ses écoles, donc elle est extrêmement désagréable. Donc je vous rappelle, vous n'allez pas envoyer votre enfant faire des kilomètres pour aller se faire insulter, traiter comme un chien dans une école. Et en plus, voilà, donc du coup, il y a de moins en moins de gens, et les écoles ferment, puisqu'il n'y a plus d'école pour... Les Noirs ne veulent plus aller dans les écoles organisées par la gentille mère supérieure Onésime. Et les programmes, ils restent inchangés? Ah oui, c'est toujours pareil. Les enfants sont soumis, les filles, bonne mère, bonne épouse. Ça a duré longtemps, ces programmes-là. Oui, ça a duré jusqu'à dans les années 70, enfin... Pas de façon aussi affirmée, mais on le verra plus tard, mais ça a duré jusque dans les années 70. Cette différenciation dans les programmes scolaires... Tu peux dire quel millésime? 1900, pardon, absolument. 1970. Jusqu'en 1970, il y a une éducation différenciée pour les filles et pour les garçons. Mais ce qui, en plus, tout le problème de l'éducation, c'est que si on n'est pas éduqué, on a du mal à être libre. Parce que c'est l'éducation qui vous rend libre, qui vous apprend à être indépendant, lire et écrire, c'est quelque chose de très important. Et d'ailleurs, l'exemple de Lumina Sophie est extrêmement intéressant. Parce qu'elle est née en 48. Donc normalement, elle aurait dû, en 52 à 4 ans, rentrer à l'école et bénéficier du décret de 1848. Sauf que, évidemment, en 52, c'est fini. Et donc, du coup, elle n'ira pas à l'école. Pourtant, les registres du bagne, on voit qu'elle a signé son nom. Donc, elle savait... Mais qui c'est qui lui a appris à lire? Il y avait des résistances. Je pense que c'est ce qu'on appelait à l'époque, c'est à cette époque qu'apparaissent les écoles tablettes. Je pense qu'on en a connu, moi j'en ai connu toute petite ici, j'en ai déjà vu, où en fait les enfants étaient assis sur des... De toutes les façons, il y avait une façon, toutes ces personnes-là apprenaient à lire d'une certaine façon. C'était vraiment un acte de résistance aussi. Oui, absolument. Donc les enfants étaient assis par terre et avaient des ardoises sur les genoux et c'est comme ça qu'ils écrivaient. Ah, c'est pour ça qu'on les appelle école tablette. Absolument. Mais à partir de 70, donc en 70, on réalise qu'en 1870, il y a plus d'analphabètes en Martinique qu'en 1848. Donc il y a eu vraiment une régression très importante. Mais les choses vont brutalement changer en 1870.
À l'insurrection du Sud. C'est ça? Oui, c'est ça, à partir de l'insurrection du Sud. Mais on ça a verra. mal tourné. L'insurrection du Sud? Oui, ça a mal tourné, mais il y a quand même eu des changements pour l'éducation des filles, des changements bénéfiques, mais on le verra lors de notre prochaine émission, le mois prochain. Voilà. Merci, on a appris beaucoup de choses, J'espère. Et on remercie Yamina, Géraldine et Huguette et Sylvie. Et tout de suite, nous allons passer à notre rubrique Femmes Olirun Latte. Toutes les résistances de femmes dans ce monde, parce que les femmes, effectivement, résistent à l'oppression. Alors, Huguette, nous sortons justement de cette campagne de lutte contre les violences faites aux femmes. Nous y avons participé activement en distribuant notre journal Femmes au Vésier à la rue piétonne, à Rivière-Salée. Nous sommes allés au lycée professionnel de Dillon. Nous avons été très actifs dans cette campagne qui se fait toujours autour de la journée internationale pour l'élimination des violences faites aux femmes le 25 novembre. Alors, qu'est-ce que c'est que cette journée? D'où sort-elle? Et comment elle est née, Huguette? Est-ce que tu peux nous le rappeler? Oui, cette journée a été choisie en l'honneur des sœurs Mirabal. Les sœurs Mirabal, ce sont... elles sont issues de la République dominicaine vers les années 1950. Elles s'appellent Patria, Maria Teresa et Minerva. Ce sont des filles d'une famille aisée de la bourgeoisie rurale. Elles sont très douées et très belles, et tout particulièrement Minerva. Et celle-ci sera remarquée par Trujillo, qui est un des pires dictateurs d'Amérique latine. C'est bien lui qui a massacré 15 000 personnes haïtiennes en 1937. Tout à fait. Et en plus, il va profiter de son pouvoir pour piller les richesses nationales et pour assouvir ses pulsions sexuelles débridées. Voilà, on est bien là. Et non seulement Minerva va repousser ses avances, mais en plus, elle sera une des dirigeantes de l'opposition à la dictature. Et à cette opposition vont participer également ces deux autres sœurs. Et elles ont choisi comme nom de code las mariposas, c'est-à-dire les papillons. Le dictateur, donc, furieux qu'on lui résiste, va faire assassiner le 25 novembre 1960 les trois sœurs. Elles sont assassinées par des sbires qui vont simuler un accident de voiture. Mais cela ne trompe plus personne et les trois sœurs vont devenir rapidement un point de ralliement pour les jeunes qui en ont assez de la dictature et qui s'organisent de plus en plus. 3 mois après, d'ailleurs, Trujillo sera lui-même assassiné et un long processus démocratique va commencer. Donc le 25 novembre, ça commémore l'assassinat de ces 3 sœurs. Tout à fait. À la première rencontre des féministes latino-américaines et caribéennes, en 1981 à Bogota, l'Assemblée va déclarer le 25 novembre un jour de mémoire pour les victimes des violences faites aux femmes. 18 ans après, l'ONU va officialiser le 25 novembre comme journée internationale de lutte contre les violences faites aux femmes, une décision que vont ratifier ensuite les 101 pays membres. Et par ailleurs, depuis 2007, en leur honneur, leur province natale a pris le nom de Hermanas Mirabal, les sœurs Mirabal. Donc nous voyons bien que cette journée est née dans la Caraïbe, d'où l'importance pour nous de nous mobiliser encore plus dans cette Caraïbe dont nous faisons partie pour la lutte contre les violences et surtout ce 25 novembre. D'ailleurs, nous profitons pour saluer toutes nos sœurs de la République dominicaine, nos sœurs d'Haïti aussi et nos sœurs de la Caraïbe. On leur envoie ce salut militant et féministe. Oui. Et après cette présentation des sœurs Mirabal, les femmes résistent dans le monde, comme nous l'avons dit, et cette grève des fast-food aux États-Unis, est-ce que tu peux nous en dire quelque chose? Elle a l'air de durer longtemps, depuis 2007, je crois. Oui, 2009. Ce 4 septembre 2014 a eu lieu leur 7e journée de grève, qui s'est accompagnée d'impressionnantes actions de désobéissance civile. C'est un mouvement qui s'étend maintenant à 150 villes et 33 États. C'est la grève des fast-foods, c'est bien ça? C'est bien cela.
Ce sont des employés, en grande partie des femmes, qui sont en lutte depuis plusieurs mois et même depuis plusieurs années, parce que, tout simplement, elles veulent obtenir le droit d'avoir un syndicat sans être menacées. Comment ça, sans être menacées? Oui, sans être menacées, c'est-à-dire qu'elles puissent se syndiquer, tout simplement. Et puis, elles revendiquent aussi un salaire décent, 15 € de l'heure. Aujourd'hui, avec leur salaire actuel, elles ne peuvent pas payer un loyer. Et souvent, elles sont obligées de dormir dans des abris pour SDF ou bien encore sur le sol des appartements de leurs amis. C'est 15 $ ou 15 €? 15 $, excusez-moi. Oui, c'est le phénomène des travailleurs pauvres. C'est ça, Sylvie. qu'on retrouve aussi en Europe d'ailleurs depuis 2008, depuis le début de la crise financière en particulier, et de plus en plus de gens travaillant dans une très grande précarité, dans leur voiture, enfin, Et en tout cas, survivent comme ils le peuvent en tout cas. Oui, il faut ajouter qu'autour de ce mouvement, dans certaines villes des USA, les syndiqués, certains de ces syndiqués de fast-food ont rejoint les manifs pour Michael Brown et soutiennent sa mère, la mère de Michael Brown, dans sa demande de justice. Tu peux nous rappeler qui c'est Michael Brown? Oui, c'est ce jeune étudiant afro-américain habitant la ville de Ferguson, dans le Missouri, qui a été abattu le 9 août par 6 balles de policiers blancs, alors qu'il ne portait pas d'armes et qu'il n'avait pas de casier judiciaire. Alors nous voyons bien entendu par cette grève que les luttes se rejoignent et que cette solidarité est importante entre les différentes luttes. Donc nous saluons tout le combat de ces femmes aux États-Unis et nous ne pouvons qu'applaudir à cette détermination et à cet engagement pour des conditions de vie décentes et aussi en disant non au racisme particulièrement. Et cette grève de Strasbourg dont on avait parlé la dernière fois, elles sont où ces grévistes, c'est les sans-papiers, des femmes sans-papiers, c'est quoi exactement? Il s'agit de salon de coiffure. Oui, il s'agit de salon de coiffure qui s'appelle New York Fashion et qui est à Paris au 57 boulevard Strasbourg. Donc, ce sont des femmes en majorité, ce sont des immigrés et ce sont des femmes. On en avait parlé la dernière fois, dans notre dernière émission, et normalement, elles avaient eu gain de cause, elles avaient obtenu des papiers. Mais hélas, la réaction des patrons ne s'est pas fait attendre. Qu'est-ce qui s'est passé? Et ils ont contre-attaqué en organisant la faillite de l'entreprise. Oh ouais, ça, c'est classique. Pour autant, les salariés ne se sont pas laissés abattre. Elles ont repris leur mouvement et ont déposé plainte. Elles ont déposé plainte notamment pour traite d'êtres humains, banqueroute, escroquerie au jugement, aide au travail dissimulé, emploi de personnes en situation irrégulière. Et dans cette action, leur syndicat les soutient, de même que des associations militantes, par exemple le collectif des cinéastes pour les sans-papiers. Il y a eu une soirée de solidarité avec elle, mardi 9 décembre 2014. Mais pour l'instant, le gouvernement français ne réagit pas. Alors, nous, là encore, nous voyons l'importance de l'implication des autres mouvements, des syndicats, des associations de cinéastes, de ne pas laisser des mouvements seuls. Parce que là, quand on va dans une lutte et que ces luttes sont individuelles et que les mouvements n'ont que de soutien, on n'a pas gain de cause. Donc là encore, on salue la solidarité pour faire avancer ces causes. Et puis alors, courage, parce que pour des femmes immigrées sans papier, il fallait oser. Mais il faut oser, surtout dans l'ambiance actuelle et en France, de racisme, de xénophobie, où les immigrés n'ont pas la vie belle. Ouais. Donc c'est vrai, il faut qu'elles soient très courageuses, mais elles sont déterminées. On les a vues sur les ondes, on les a vues sur Internet. Elles ont une sacrée détermination, mais c'est parce qu'aussi elles sont soutenues.
par des Français, ça leur des donne la Françaises force, et des en fait. syndicats. Comme on dit, ça cabaille aux fosses, Ouais. et c'est vrai. Il y a eu aussi, dans un grand hôtel aussi, un mouvement d'immigrés, c'est-à-dire qu'à l'heure qu'il est, les immigrés ne sont plus des gens qu'on peut tondre comme ça aussi facilement. Ce ne sont plus des esclaves. Il y a de plus en plus des communautés qui se soulèvent. On a vu aussi dans la communauté chinoise des luttes qui se sont menées. Oui. Et les femmes sont très très nombreuses. Et comme partout dans les mouvements sociaux, comme chez nous, elles sont toujours les premières à se mobiliser. On l'a vu, hein, bien entendu, en 2009, dans d'autres mouvements sociaux en Martinique, la mobilisation des femmes. Mais Géraldine a autre chose à nous raconter sur les États-Unis. Non, pas sur les États-Unis, sur l'Afrique. Ah, c'est justement, pour l'Afrique. Ah, je changer. croyais que Donc, l'Afrique, on je change croyais de que c'était continent. les États-Unis. On change de continent et alors au mois de novembre, une femme s'est fait entièrement dévêtir, déshabiller et frapper en pleine rue par des hommes sous prétexte qu'elle était habillée de façon, disait-il, indécente. Elle est portée de mini-jupe. Alors là où cette histoire lamentable devient une vraie source d'espérance, c'est qu'elle appelle d'une modeste association de femmes chrétiennes et musulmanes kenyanes qui s'appelait les Kilimani Moms, les mamans de Kilimani, une manifestation a rassemblé, donc l'initiation de Kilimani Moms, je vais arriver à le dire, a rassemblé le 17 novembre 2014 à Nairobi des milliers de gens, hommes et femmes. Ce sont des associations féministes. Hein. Alors, c'était pas une association féministe. Donc, c'est des gens de toutes religions, catholiques, musulmans, etc., qui ont manifesté en scandant My dress, my choice, ma robe, mon choix. Mais effectivement, c'est intéressant à double titre. Le premier, c'est qu'une association, c'était pas une association féministe, c'était une association de femmes. Ça veut dire que c'était une association où on s'occupait de contraception, d'éducation des enfants, mais nulle part on ne questionnait les rapports. En fait. Absolument, on ne questionnait pas les rapports de pouvoir homme-femme, d'inégalité, c'était pas le sujet. Et avec ça, tout d'un coup, cette association féminine s'est mise à questionner le pouvoir que les hommes pouvaient exercer sur le corps des femmes, en leur disant vous avez le droit de vous habiller comme ça et pas comme ça. Et parler au biais des réseaux sociaux, elles ont fait un travail absolument remarquable et le résultat, ça a été des milliers de gens dans la rue. Deuxième chose, donc cette association féminine devient une association féministe, donc comme quoi, dès qu'on commence vraiment à réfléchir, les choses deviennent être féministes finalement et naturelles, absolument. Et d'autre part, c'est aussi, je trouve, un sacré soufflet donné à tous les islamophobes de ce monde, parce que des femmes musulmanes dans cette association, qui ne sortent jamais sans leur tchador, etc., ont manifesté dans la rue pour que d'autres femmes aient le droit, si elles le souhaitent, de sortir en mini-jupe. Et de ça, s'habiller comme elles le veulent. Et ça, moi je trouve, je dis bravo aux Kilimani. Et en plus, aux côtés de femmes chrétiennes, alors on les oppose tout le temps. Voilà, en fait. absolument. Et on dit que l'islam, c'est une religion abominable, liberticide, etc. Voilà, juste c'est. Mais nous avons encore à parler d'autre chose. Nous avons à parler de la taxe rose. Oui. Alors, c'est quoi cette taxe rose? Maintenant, c'est... Alors, c'est un jeune collectif qui s'appelle Georgette Sand. Georgette. Georgette Sand, oui. Ils se sont appelés comme ça parce qu'ils pensent que George Sand était tellement victime, que l'écrivaine George Sand était tellement victime du sexisme qui existait en ce temps-là, qu'elle a été, jusqu'à maintenant, elle a été obligée de choisir un pseudonyme masculin pour se faire écouter, pour pouvoir se faire éditer et lire. Donc, avec ce collectif, elle devient Georgette. Elle devient Georgette Sand. Oui, très bien. Donc, ce collectif a démontré, photo d'étalage à l'appui, que les produits et services pour femmes coûtent plus cher que ceux pour hommes. Alors, et c'est ce qu'on a appelé la taxe rose. Et cette taxe rose... Toujours le même rose en question. Cette taxe rose grèverait le budget des Françaises de quelques 1 000 € par an. Donc non seulement on pousse les femmes à consommer un tas de produits parfaitement inutiles et inefficaces, mais en plus, on les taxe encore davantage, alors qu'elles gagnent elles-mêmes moins d'argent. Oui. C'est merveilleux. Oui, c'est ce qu'on certainement, pourrait- chez nous, c'est certainement pas 1 000 €. Hein. C'est certainement plus que le budget est grévé de plus de 1 000 €. Il y a des 40% en plus, Ah bah oui, peut-être. oui. Oui, c'est ce qu'on peut appeler la double peine, car nous savons effectivement que les ressources des femmes sont plus faibles. Selon les propres chiffres du secrétariat d'État aux droits des femmes, en moyenne, en France, les femmes gagnent 24% de moins que les hommes à travail égal dans le secteur privé.
Elles sont également plus touchées par le travail à temps partiel et une fois à la retraite, le montant de leur pension atteint péniblement 60% du montant des pensions masculines. Mais en tous les cas, la lutte paie puisque 3 ministres ou secrétaires d'État, la ministre des Droits des Femmes, le ministre de l'Économie et celle des Affaires sociales ont promis de diligenter une enquête sur ces différences de prix qu'ils trouvent parfaitement injustifiées. La lutte paye, mais il faut surtout dire ce qui est important, ce sont ces associations qui vont débusquer partout les têtes chercheuses là, qui vont faire du lobbying et dénoncer ces inégalités. C'est pour ça qu'il est important que ces associations se multiplient, que les gens y adhèrent massivement et que nous regardions le monde avec d'autres lunettes, que nous puissions regarder autour de nous, c'est quoi les inégalités et qu'on puisse les dénoncer publiquement, haut et fort, pour qu'on puisse agir et créer cette société que nous voulons. Donc les gens Jetson ont bien raison de dénoncer cette taxe rose et surtout que nous puissions acheter autrement et regarder les prix. Il paraît que le rasoir pour homme c'est 1,76 € en France, enfin ici c'est plus et les rasoirs jetables roses sont à 1,82 €. Donc il y a quand même déjà une différence. Donc voilà, vous voyez, les différences de prix ne sont pas forcément énormes. Mais c'est quand on les ajoute. Elles existent toujours et toujours dans le même sens. Alors, en attendant, un conseil, achetez un produit neutre ou bien achetez un produit pour hommes, mesdames. Voilà, merci. Nos téléspectatrices aussi vont acheter des produits pour hommes ou des produits neutres. Merci. Et nous passons tout de suite. Nous sommes désolés, Huguette, à notre rubrique Sa femme dit, sa femme fait. Aujourd'hui, nous allons parler, pour ces fêtes, c'est obligatoire, pour cette période de cadeaux, des livres que nous pouvons choisir à offrir pour nos enfants. Alors, c'est quoi ta première proposition aux familles de la Martinique et du monde entier? Tu nous proposes quoi? Alors, j'ai choisi le thème des princesses. Des princesses? Alors là, non. Ah non, pas les princesses. Non. Pas les princesses. Oui, mais à propos des princesses, on pourrait parodier ce que disait un responsable de formation au sujet du rose. Les filles sont tellement bombardées par la télé et la publicité qu'elles réclament des princesses. Alors, on va les prendre là où elles sont pour les amener à autre chose. D'accord. Donc, vous allez voir, mes princesses ne sont pas nunuches. Elles ne passent pas leur temps dans leur donjon à attendre les princes charmants pendant 100 ans s'il le faut. Elles n'ont pas de marraine fée, pas de citrouille. Elles sont autonomes et se débrouillent toutes seules grâce à leur indépendance d'esprit et à leur intelligence. Ah, quand même. Bon. Ah non, c'est déjà pas mal. Ça, on respire. Ouf, oui. Ma première histoire, c'est La princesse dans un sac de Robert Munsch. C'est un conteur et écrivain pour enfants canadien. Ça a été publié aux éditions Scolastiques. Mais le livre apparaît aussi sous le titre La princesse et le dragon aux éditions Talent Haut, une maison d'édition dont j'aurai l'occasion de vous reparler car elle fait un travail d'éducation très intéressant contre les préjugés sexistes auprès des enfants. Il a été publié également sous le titre de La princesse sac à papier. J'avais les livres, mais je ne les ai pas. Dans le grand livre fabuleux des dragons, une magnifique anthologie. Alors, ça commence de façon assez traditionnelle. Il était une fois une belle princesse qui s'appelait Élisabeth. Elle vivait dans un château et elle devait épouser bientôt son prince charmant qui s'appelait Ronald. Mais un jour, un dragon détruit le château, brûle sa belle garde-robe et enlève son fiancé. C'est de la violence. Élisabeth, armée uniquement de sa bravoure et de son intelligence, se lance à la poursuite du dragon. Ce qu'il en advient et comment le prince Ronald remercie celle qui vient le sauver des griffes du monstre, c'est ce que vous saurez en lisant l'histoire. Très bien. Alors, rappelle-nous le titre. Alors, le titre, c'est La princesse et le dragon. Il y a plusieurs titres.
Et ça s'appelle aussi La princesse dans un sac. Vous saurez pourquoi en lisant le livre. Et c'est pour les enfants de quel âge? Oui, à partir de 3 ans. À partir de 3 ans, c'est leur plaît. Et le prochain livre, c'est quoi? Qu'est-ce que tu nous proposes encore? Alors, La princesse, le dragon et le chevalier intrépide. Mais les princesses sont toujours là. Et les dragons aussi. Tout à fait. Tout à fait. Alors, ce livre, c'est un livre de Geoffroy de Pénard, qui est un écrivain français. Il est publié à l'École des loisirs. Alors, c'est mon préféré, c'est aussi celui de mon petit-fils Dao, qui m'a aidé à préparer cette rubrique, ce dont je le remercie. Alors, c'est une jeune princesse, Marie, qui est maîtresse d'école, et qui est aidée par Georges, un dragon au service de la famille royale depuis des temps immémoriaux. Survient Jules, le chevalier intrépide, qui, prenant Georges pour un monstre méchant, l'attaque. La princesse, agacée par la fougue encombrante de ce chevalier, l'expédie à la recherche de fleurs d'arnica pour soigner les blessures qu'il a infligées à Georges. Très efficace, l'arnica. Tu en sais quelque chose? Décidément incorrigible, le chevalier va se tromper de chemin malgré les consignes et les panneaux de la princesse et va se jeter tout droit dans la gueule des goinfrosaures, des bouffes tout crus et autres monstres épouvantables. La princesse voudrait bien enfourcher Georges pour voler à son secours, mais il faut d'abord qu'elle convainque le dragon qui lui-même est un peu jaloux. Alors, quel âge? Le livre est un peu plus long, donc, mais dès 4 ans, les enfants adorent l'histoire et s'en amusent énormément. Il y en a encore? Oui, oui, oui. Pas de princesse, non? C'est le thème, Georges, c'est les princesses. C'est les princesses, les princesses. Alors, je te rappelle, on les prend là où elles sont et on les amène ailleurs. On les amène à la résistance. Voilà. C'est ça. Et à l'autonomie. À l'autonomie. Alors. Et à la liberté. Et à la liberté. Ouais. Donc, les enfants qui ont aimé ce chevalier intrépide, etc., peuvent retrouver les mêmes personnages dans plusieurs autres albums, tout aussi amusants. Par exemple, Au service de la couronne, où le chevalier qui a épousé sa princesse et qui sera bientôt papa va développer une forme particulièrement aiguë et agaçante de couvade. Couvade. Il est enceinte lui aussi. C'est-à-dire qu'il est malade, il a des malaises pendant pendant la grossesse de sa femme. C'est lui qui est le plus malade. D'accord. Voilà. Alors, encore un livre de princesse? Non, mais je sais pas si tu as encore autre chose à nous proposer ou Géraldine? Toujours des princesses. Alors, cette fois, c'est pour les un peu plus grands, ceux de 6 ans, et ça s'appelle La princesse aux 3 pieds. La pauvre. N'est-ce pas? Pas très sexy. Alors là, pas pour le moins du monde. Même hypersexualisé, 3 pieds, ça va être difficile à passer. Alors, c'est un livre qui est paru aux éditions Milan, et qui était déjà paru aussi aux éditions Bayard sous le titre de La princesse élastique. Ah, tout aussi énergique, la princesse élastique. Oui. La princesse élastique, c'est son nom, on n'est pas du genre à attendre le prince charmant. D'ailleurs, on peut se demander ce qu'elle en ferait. Son truc à la princesse élastique, c'est l'électronique et le bricolage. Machines bizarres, insolites, fantastiques, voilà ce qui lui plaît. De merveilleuses machines qui ne servent à rien, jusqu'au jour où son père décide de la marier. Aïe! Oui, la pauvre. Pourtant, elle était élastique, elle était pas prête. Bon, oui, pardon. Alors, qu'est-ce qu'elle va faire? Comment son goût et sa pratique du bricolage et de l'électronique la tireront d'affaire? C'est ce que vous saurez en lisant le livre. J'ai encore des princesses, mais je vais les passer rapidement. Il y a La princesse en salopette. Le titre est parlant. Il y a aussi La princesse fine mouche qui refuse de se marier. Et l'engouement pour ces nouvelles princesses est tel que même Walt Disney s'y est mis. Oui.
Oui, avec absolument. Alors comme moi je ne lis pas, hein, tout le monde le sait, je regarde des DVD. Donc, bien sûr. Et donc, en fait, Walt Disney a sorti, c'est pas un film récent, hein, c'est un film qui est sorti en 2012, un film qui a été traduit en français par Rebelle. Le titre américain c'est Brave, qui veut dire brave. C'est dommage qu'on ait changé, mais enfin bon, bref. L'histoire se passe en Écosse, dans les Highlands. Donc c'est une terre de récits, de légendes, de chasses incroyables qu'on se transmet de génération en génération. L'héroïne, Mérida, est la fille du roi et elle a un problème. Elle ne veut pas épouser de prince, elle ne veut pas être une princesse, elle manie l'art comme personne et elle refuse de se plier aux usages de la cour et défie les traditions. Dans sa quête de liberté, elle va réveiller une vieille malédiction et précipiter le royaume dans le chaos, mais grâce à sa détermination et à son courage, elle pourra vaincre la malédiction. Alors, c'est la première fois, à ma connaissance en tout cas, qu'une héroïne de dessin animé de Disney a un autre but dans la vie que de rencontrer un prince et de lui faire beaucoup d'enfants. Et de lui faire beaucoup d'enfants, absolument. Donc, si Disney s'y met, ça veut peut-être dire que voilà, absolument que les idées féministes avancent. Enfin, peut-être pas avancent, mais en tout cas sont féministes. Oui, enfin, en tout cas, c'est suffisamment. Les connaissants, ils sont opportunistes. Ça veut dire que c'est suffisamment dans l'air du temps pour qu'ils se disent il y a peut-être un truc à faire. Donc voilà. C'est ça l'optimisme. Absolument. Bah, l'optimisme, c'est de se dire ça. C'est que voilà, finalement, être féministe. Maintenant, Beyoncé s'y met. Donc voilà. On voit bien qu'il y a tout un choix d'ouvrages pour les enfants, de beaux cadeaux à offrir et qui vont nous aider à construire d'autres jeunes filles et puis d'autres jeunes garçons. Donc c'est l'objectif de notre émission, hein, c'est donner d'autres idées, sortir des rôles traditionnels dans lesquels nous sommes enfermés les filles et les garçons, pour pouvoir connaître un peu mieux. Voilà. Eh ben, c'est ce que nous voulons vous dire aujourd'hui. Nous vous souhaitons de bonnes fêtes de fin d'année. Et nos salutations féministes. Nos salutations féministes, notre sororité aussi. Et puis à très très bientôt, au mois prochain. N'hésitez pas à nous faire savoir vos remarques. Nous vous donnons sur notre page Facebook, Culture Égalité, un numéro de téléphone, c'est un portable, 16 39 96. Et puis, voilà, notre site. Yamina, c'est quoi le nom du site? Culture Égalité? Culture Égalité. Donc vous savez comment nous joindre. Surtout la page Facebook, c'est ce qui est le plus actif chez nous. Hein. Bon, si vous n'en avez pas, bon, téléphonez. Et puis bon, vous nous connaissez toutes en Martinique, c'est pas difficile, on est dans ce petit pays. Allez, merci à vous, merci Yamina, merci Huguette, Géraldine, Sylvie, merci Rose, Georges. Annick. Et puis merci à Zouk TV, parce que sans Zouk TV, sans ses techniciens, ses techniciennes, sans Manuela, bravo à Manuela, et bravo aussi à toute cette équipe, et vraiment c'est Zouk TV qui nous permet de transmettre ces mots, de transmettre nos idées. À bientôt, et puis bonne fête de fin d'année. Allez, bye bye.